Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Chicks and Machines. On est en direct de chez Léo Harley-Davidson. Merci Annie de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Bienvenue chez nous, encore une fois. On est entouré de plein de beaux mondes. On a des sujets super intéressants, mais avant ça, on va partir le jingle. Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. Bumper to Bumper. Mathias Sport et Segway Power Sports Canada. Attachez-vous. Solo de drum, Annie. C'est les femmes qui donnent l'info. Une rockstar est née. Hey, je me présente, Cindy Martin, au micro, entourée de ma chère Annie, évidemment, qui est toujours avec moi. Je suis la seule qui t'endure. Ouais, c'est ça. Pas du monde, pas du Mais monde. non, t'es tellement adorable, voyons donc. Alexandre, qui a une collabo Chicks and Machines et qui est là pour la première fois. Allô! Bonjour, bonjour! Contente de t'avoir ici. Elle a fait un gros 2h30, hein? Pour une camionneuse, je pense que c'est pas grand-chose, hein? 2h30, pour moi, c'est rien. Et on a Hugo et Laure qui viennent nous parler de moto trial. C'est super intéressant. On n'a jamais parlé au balado. Je pense que c'est une catégorie de moto qui est peu connue, puis je suis bien contente de les avoir. Puis Laure, c'est notre plus jeune invitée à ce jour C'est au vrai, balado ça? Chicks and Machines. 12 ans, qui est là avec son père aujourd'hui. Fait que je pense qu'elle va inspirer plusieurs jeunes qui vont écouter ce badalo. Voyons. Badalo! Un Un pédalo! en famille. Et avant de Ça commencer officiellement, je vais vous dire à la maison, mais premièrement, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Pour nous, là, c'est la meilleure récompense. On est toujours content de vous lire et de vous répondre. Donc, bonjour, on commence avec vous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bien. Merci Ça de nous va avoir bien? invités. Ça fait plaisir. Avant de commencer, c'est quoi la moto trial? Parce que je suis sûre qu'à la maison, il y a des gens qui se posent la question. C'est assez simple, en fait. C'est un sport où on va franchir des obstacles avec une moto, donc un type de moto précis, donc moto trial. Donc, quand on fait des compétitions, on franchit environ, on fait des parcours, donc. On a un système de pointage, donc par exemple, un pied par terre, donc une faute, c'est un point. Et 5 points, c'est un échec. Donc, quand tu n'arrives pas à finir, par exemple, le parcours, ou si tu mets tes mains à terre, tes genoux, ou si tu sors du parcours. Donc, pour le pointage final, c'est le plus petit score qui est le meilleur, comme au golf, par exemple. Fait que c'est ça pour le pointage. Mais la moto, là, en tant que telle, là, parce que tu sais, pour les gens à la maison qui cherchent ça, puis il y en a peut-être qui veulent en faire sans nécessairement faire de la compétition, ça ressemble à quoi? Tu sais, moi, j'ai des amis qui ont fait du trial. Pour les gens à la maison, c'est une moto qui n'a pas vraiment de siège. Moi, je trouve que ça ressemble à un vélo, mais avec un moteur. C'est ça, hein? C'est presque ça. C'est effectivement très compact, très minimal comme design. Donc, le but, c'est que la moto soit très légère pour qu'on soit plus habile à la bouger, à la déplacer. OK. C'est des motos vraiment spécifiquement conçues pour ça de A à Z. C'est pas une moto qu'on adapte. Mettons qu'on prendrait un motocross qu'on modifierait. C'est vraiment une moto de type trial. Puis, Laure, là, toi, tu as 12 ans, on l'a dit en Ouais. intro. À quel âge on peut commencer à faire ce type de moto-là? Sincèrement, c'est sûr que faire de la moto à 3 ans, c'est quelque chose de particulier. C'est rare. Moi, j'ai commencé, j'avais... L'horloge. L'horloge. J'avais 10 ans, j'ai eu ma moto trial, mais j'ai commencé à faire de la moto qui était comme des mini-motos. C'était une Honda Z50. Qui est très mignonne, ouais. by the way, la moto. Oui, mais ça, c'était pas une moto trial. Fait que j'ai commencé à mes 8 ans à faire de la moto comme ça. OK. Mais trial, j'ai vraiment plus commencé à mes 10 ans parce que c'est beaucoup mental aussi. Donc, ça te prend de la concentration. Mais quand on est en compétition, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi aussi. Donc, c'est vraiment... On riait du 3 ans, mais je pense qu'il y en a Oui, il y a vraiment des... Ah, je serais curieuse de voir ça, vraiment. Et là,
pourquoi la moto trial? Est-ce que ton papa en faisait avant toi? Oui. J'imagine, hein? Moi, ce qui m'a donné le goût, c'est d'aller voir les compétitions de mon père, de l'accompagner, de lui donner du Gatorade, en fait, entre chaque... La porteuse d'eau. C'est ça. Donc, entre chaque parcours. Et, on était, je sais plus on était où, c'était une compétition et je voyais d'autres enfants faire. C'était à Moronite. Ouais. Fait Moronite. Puis je voyais d'autres enfants en faire, puis moi, ça me fascinait. J'étais comme, oui. c'est pas juste mon père, tu sais, qui peut en faire. C'est pas juste des adultes qui peuvent en faire. Donc, il y a quelqu'un qui m'a prêté sa moto pour que je puisse l'essayer. OK. Puis tout de suite, je trouvais ça vraiment spécial, puis ça demandait beaucoup de concentration, c'était de l'adrénaline. Puis moi, ça m'a donné le goût de continuer. Au début, j'étais pas certaine, mais mon père est arrivé avec cette idée-là de justement m'en acheter une, semblable à celle que j'avais essayée. Puis j'ai presque ça, t'aimais tout ça, de suite embarqué dans l'idée. Puis maintenant, j'adore ça encore autant que quand je l'ai essayé la première fois. Mais tu fais de la compétition, mais tu sais, ça doit être une activité par fille aussi. Ouais. Puis pas juste aller compétitionner, vous amuser ensemble. Non, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. Il y a une partie compétition, mais il y a beaucoup de gens qui en font aussi pour le simple plaisir de se promener. On appelle ça plus randonnée triade. Donc, on va faire un bout de sentier, puis on va voir des obstacles un peu, puis on va s'amuser là, on va aller un peu plus loin. Donc, ça peut être aussi pris comme ça, comme plus un loisir, une balade en moto avec des obstacles de temps à autre. Mais il y a aussi la partie compétition. Y a-tu beaucoup de filles qui font ça? Il y a pas beaucoup de filles, non. En général, comme partout dans le monde, il y a pas beaucoup de filles qui font de la moto. Ouais. C'est sûr que la moto trial, il y en a de plus en plus de femmes et de filles qui en font. Dans l'attaque, il y a quelques années, il y en avait seulement une. Puis l'attaque, on va en parler plus tard, j'imagine. C'est l'association dans laquelle on fait des compétitions. Il y avait une fille et cette année, on comptait 5 filles. Donc, tu sais, il y a quand même du progrès, même si c'est peu comparé au nombre d'hommes et de garçons qu'il y a. Je pense que c'est déjà du progrès. Et je pense que c'est pas nécessairement parce qu'on favorise les filles, mais plus parce que ça peut être intimidant. Comme moi, quand je voulais commencer, je trouvais ça étrange de juste comme majoritairement être avec des hommes et des garçons. Puis c'était comme de pas comme voir juste d'autres filles et femmes comme proches de moi, autour de moi. C'était comme intimidant, mais je pense que dès que comme j'ai brisé la glace, puis là, je me suis lancée. Puis aujourd'hui, je me sens autant à ma place que j'imagine les autres personnes, les autres garçons dans... Ça rappelle un peu le monde du camionnage. Je te vois sourire, Alexandre, puis tu sais, j'ai l'impression que tu relates là, à ce qu'elle dit. Là. En fait, j'ai juste une chose à dire. Je suis vraiment fière de toi que tu te lances. Moi aussi, je suis dans quelque chose de non conventionnel pour les femmes. Puis c'est le fun. Ça paraît que t'aimes ça. T'as l'air passionné, t'es super articulé. C'est vraiment le fun de t'avoir, encore une fois. Puis, est-ce que quand t'as commencé, tu trouvais ça comme très physique? Est-ce que c'est physique? J'ai jamais essayé. Ça ressemble à quoi, mettons, l'implication du corps là-dedans? C'est assez physique. Ça travaille beaucoup les cuisses, moins pour les jeunes, c'est sûr, mais tu sais, des fois, il faut que tu soulèves ta moto en restant dessus. Fait qu'il y a comme plusieurs choses qui On sont... vient de me perdre. qui sont assez physiques. C'est ça. Donc, pour moi, ma catégorie des plus jeunes, c'est sûr que c'est moins physique, mais ça le reste quand même. Fait qu'il faut quand même que je fasse des bons entraînements avant pour être sûre d'être préparée autant mentalement que physiquement. Est-ce que tu t'entraînes comme tout l'hiver en prévision de ta saison? Je pratique beaucoup. On pratique à plusieurs endroits. Ma moto est électrique, donc je peux aller dans les parcs, je peux pratiquer dans ma cour, donc je peux vraiment pratiquer à plusieurs endroits. Donc, ça, je trouve que c'est l'avantage, justement, d'avoir une moto comme ça. Mais tu parles d'une moto électrique. Tu sais, moi, il me semble qu'avant, les trials, on appelait ça aussi des gaz-gaz. Est-ce que je me trompe? Ou... Gaz-gaz, c'est une des marques qui en fabriquent. OK, donc, c'est ça, OK. Gaz-gaz qui appartient maintenant à KTM. Donc, c'est une marque très connue dans le domaine, effectivement. Puis, est-ce que ça peut ressembler un peu à un motocross? Est-ce que ça se compare un peu? Un petit peu, mais imagine si on part de motocross, il faudrait enlever un peu de débattement de suspension, changer le type de pneus. On a des gommes de pneus qui sont très, très molles pour adhérer vraiment aux obstacles.
On a un poids qui est vraiment moindre qu'un motocross. On parle les motos trial pour adultes maintenant, 150 livres. Okay, c'est la norme. Léger, oui, c'est très léger. Puis pour les enfants, c'est encore moins. C'est ça, une 60aine de livres, sa moto. Puis là, on parlait de l'attaque. Ça, c'est quoi exactement? Mais je sais que tu es impliqué quand même là-dedans, toi, Hugo. Oui, bien, dès que j'ai commencé à faire du trial, en fait, j'avais vu un encadré dans une copie de Moto Journal à l'époque. C'était pas mal avant Internet. Puis c'était l'Association de trialistes amateurs du Québec. Puis je pense qu'il y avait un téléphone. J'ai appelé pour savoir l'horaire des compétitions. À ce moment-là, J'en faisais pas. J'avais connu ça 2-3 ans avant. Mais je savais pas qu'il y avait un groupe au Québec qui pratiquait ça. Puis c'est là que j'ai découvert ça. J'étais allé voir une compétition, puis de fil en aiguille, bien, c'est ça. Ça n'a pas été long que je me suis procuré moi-même une moto, puis j'ai commencé ça. Ça fait plus que 20 ans maintenant. Là, tu es président de l'association? Non, je suis membre du CA. Okay, je suis impliqué, c'est ça, dans l'administration plutôt, mais j'ai déjà été secrétaire trésorier à une autre époque. Maintenant, je m'occupe du site web, des classements et tout ça. Et là... Non, vas-y. Et là, tu parles j'ai commencé ça, j'ai vu ça, l'annonce dans un journal, j'ai commencé ça. Puis qu'est-ce que tu dirais à la maison, pour les gens à la maison qui veulent commencer ça, on commence par où? L'idéal, c'est de venir nous voir à une de nos compétitions. Comme ça, vous allez être proche de l'action, vous allez voir c'est quoi, vous allez voir si vous avez vraiment un intérêt de vous lancer dans le sport. Puis vous allez trouver des gens, peut-être qui en font proche de chez vous, puis vous pourrez les accompagner pour quand ils vont s'entraîner. Puis habituellement, c'est comme ça qu'on finit par se faire prêter une moto par la bande pour quelques minutes. Comme un peu. C'est ça, comme quand tu observes des compétitions, juste quand tu les fais, c'est vraiment comme quasiment une grande famille, puis c'est vraiment amical. Il n'y a pas beaucoup de rivalité entre les gens. Ça reste une compétition, mais il ne faut pas avoir peur de ce mot-là parce que vraiment, on est tous comme je l'ai déjà dit, en fait, une grande famille. Puis comme moi, je me suis fait prêter une moto et tout. Donc, pour les gens qui veulent commencer, je pense que, comme mon père l'a dit, venir voir des compétitions, c'est vraiment la meilleure chose parce que c'est comme ça que moi-même, j'ai commencé. Ouais, c'est ça. En allant voir des compétitions avec mon ami qui m'accompagnait pour pas que ça soit trop long puis que ma seule tâche, ça soit justement distribuer le Gatorade. Mais c'est ça, donc... Malheureusement, c'est ça. J'aimerais pouvoir vous donner une adresse ou un centre où on peut pratiquer puis louer des motos, mais ça n'existe pas. Le sport est tellement marginal que c'est difficile d'avoir un modèle d'affaires rentable. Oui, pour les compétitions, on est sur le web. Ouais. Si les gens qui nous écoutent un peu partout à travers la province, mettons, je décide d'aller m'acheter un trial, y a-tu des circuits dans des régions où c'est comme tu t'en vas dans le bois en arrière de chez vous puis tu t'amuses? C'est pas mal ça. Tu commences. Les sites officiels sont réservés aux compétitions. Donc, il faut une permission spéciale si on voudrait aller s'entraîner là. Donc, c'est pas nécessairement permis. Mais comme je disais, de fil en aiguille, en rencontrant des gens, on va apprendre ceux qui sont dans notre coin. Puis eux vont nous inviter naturellement à venir pratiquer avec eux. Puis comme ça, on va découvrir des spots de pratique. J'espère qu'on va avoir une invitation pour cet été. Moi, j'aimerais bien essayer ça. Là. Moi, je suis curieuse. J'aime ça essayer plein d'affaires. J'aimerais vraiment ça. Ça pourrait être... très, très cool essayer ça. Dans la région ici, sur la rive-sud de Montréal, on va être à Westbury probablement vers la fin de l'été. Donc, c'est proche de Sherbrooke, c'est peut-être l'endroit le plus près. Sinon, il y a aussi Moronite, mais à part de ça, on se déplace pas mal partout au Québec. Saguenay, Rivière-du-Loup. Wow. Puis ça ressemble à quoi dans une compétition? Est-ce que c'est divisé par catégorie? Est-ce que c'est divisé homme-fille ou c'est comme tout le monde ensemble? En fait, c'est même pas divisé par âge ni genre. C'est vraiment juste divisé par niveau d'expérience. Donc, il y a 6 catégories. On a les minimes, les novices, les juniors, les intermédiaires, avancés, experts. Je lance ça vite, mais c'est pas... c'est plus comme ça, toi, tu trouves ta catégorie, peu importe. On conseille souvent aux gens qui font leur première compétition d'aller tout de suite en minime ou en novice pour essayer. Et je pense que c'est mieux d'être comme à l'aise dans son niveau puis d'aimer ça, d'en faire, que de vraiment trop se pousser puis comme perdre un peu le goût. Mais c'est ça que moi, je trouve qui est cool, en fait, avec ça, c'est que dans ma catégorie, il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi, mais c'est un mauvais exemple parce que je suis la plus vieille dans ma catégorie, mais les minimes, c'est beaucoup plus les enfants.
novice, par contre, il y a plusieurs personnes, puis je sais que l'âge est assez différent. Mais ouais, je trouve que c'est cool de pouvoir au moins choisir sa catégorie. Ouais. Puis toi, t'as-tu gagné les compétitions? Ben, ma première compétition que j'ai faite, je l'ai gagnée première place. Wow! Stell humblement! Mais une autre compétition que j'avais gagnée, deuxième place, tu sais, il y avait les autres garçons de mon équipe qui étaient comme « J'ai battu la fille! » Puis moi, je suis comme « OK! » Mais j'ai comme... Tu sais, je pense que je fais des compétitions. Oui, j'aime ça, gagner, puis me faire remettre une médaille à la fin. Puis genre, que tout le monde me dévisage un peu parce qu'ils sont comme, oh, c'est une fille qui remporte des médailles. Donc, ben, j'aime ce sentiment-là un peu aussi de comme, dans vos faces. Puis justement, là, à l'école, tu dois quand même être cool, là. Ouais, ben. Tes amis doivent trouver ça pas mal cool. Ouais. Puis j'ai une amie qui vient, comme je l'ai déjà dit, avec moi, des fois faire des compétitions. Elle vient de porter. Ouais, c'est ça. Son tour. Hey, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Écoute, t'es super inspirante, Laure, à la maison. C'est la preuve que peu importe l'âge, peu importe la discipline, on peut se lancer. Donc, tu es une belle inspiration. Merci aussi, Hugo, de faire bouger les choses dans le triage. Je pense que plus on parle de toutes les sortes de motos, plus on a une visibilité. Puis ça, c'est vraiment super. Un énorme merci. Mais vous restez de toute façon, n'hésitez pas. Merci à vous pour la vitrine sur ce sport, effectivement, qui gagne à être connu. Oui, effectivement. Puis c'est pas la dernière affaire qu'on fait ensemble. Maintenant, Annie, on change un peu de sorte de bike. Oui, nous, on a des sièges sur notre moto, sur nos motos. Oui, c'est non négligeable. Et donc, Harley vient de lancer leur nouveauté 2022 et tu es là pour nous parler de ça. Ben oui, mais juste avant, je tiens à remercier nos amis de chez La Gabière de commanditer cette chronique. Et on vous rappelle que la consommation... Non, la modération, Annie, la modération. Non, on fait tout le temps le running gag avec ça. Mais oui, le 26 janvier dernier, c'était le dévoilement des nouveaux modèles Harley-Davidson 2022. Évidemment, quelques semaines avant, Harley avait déjà dévoilé les nouvelles couleurs pour les modèles courants qu'on appelle, là, tu sais, des modèles qui sont récurrents d'année en année. Malheureusement, avec la pandémie, le gros show qu'il y avait, où on faisait le gros dévoilement de tous les modèles en présentiel, que ça pouvait se passer à Vegas, peu importe, ça a changé un peu la donne. Rappelons-nous aussi que les modèles années arrivaient toujours au mois d'août, mais là, maintenant, ça arrive au début du mois de janvier, depuis 2 ans. C'est tout ça à cause de la pandémie. Alors, il y a eu un gros dévoilement mondial qui a eu lieu sur le web où tout le monde du monde entier pouvait assister à ce dévoilement-là. Et Harley nous sont arrivés avec des motos vraiment impressionnantes. Cette année-là, 2022, c'est une année, comme je dis, tout en puissance et en élégance pour Harley-Davidson. Oh, oui, je le dis comme ça. Il y a des modèles qui ont disparu aussi en 2022. Alors, il n'y a plus de Breakout. On a enlevé le Sport Glide, qui était quand même une moto qui était quand même très populaire, très appréciée. Mais là, on est arrivé avec quelque chose, comme je dis, de la bombe, c'est-à-dire boum, dans ta face. Donc, en fait, le premier changement qui est arrivé, c'est la moto Lowrider, qui est un modèle qui est arrivé par les années passées, qu'on a modifié, qu'on a remplacé. Et là, cette année, la moto arrive avec un moteur 117 qui était à l'époque réservé pour les motos CVO. Alors, ça a de la puissance. Je sais que notre ami Maxime, cet été, en a essayé une avec un moteur 131 modifié, stage 4, la bombe, c'était impressionnant. Mais le moteur 117 aussi, ça a du torque, ça a de la puissance. Donc, le Lowrider S avec ce moteur-là, ça décoiffe. Et là, ils sont arrivés avec le Lowrider ST, qui est vraiment un hybride entre le Sport Glide, dont je vous parlais, et le Lowrider. Cette fois-ci, le Lowrider ST arrive avec des sacoches de chaque côté de la moto. Encore une fois, le moteur 117 qui revient encore puissance. Et là, il y a un carénage. C'est le devant, là, comme un petit peu, rappelez-vous, le FXRT. À la maison, c'est quoi? Oui, le carénage, c'est comme le gros devant des modèles FXRT qui étaient parus dans les années 80. Aussi, qui rappellent les vieilles motos de police, tu sais, avec la lumière à l'avant, puis tu sais, comme le gros devant. Mais là, ça, c'est revenu à la mode il y a quelques années lorsque... Le vintage revient. Oui, vraiment. Un jour, je vais revenir à la mode.
On attend toujours. Oui, c'est ça. Donc, avec ce modèle-là, donc c'est redevenu un petit peu à la mode lorsque les gars de stunt de moto ont décidé de modifier leur moto. Ils ont ajouté ça à l'avant. Et là, Harley, ils ont dit, ben pourquoi pas y aller all-in avec une moto bagger. Donc, on est allé avec ça. Seriez-vous game de faire du trial avec une Harley? Ah oui, je pourrais essayer de garder mon équilibre, accoter une sacoche à terre. Mais là, ce modèle-là, les sacoches sont un peu plus courtes que sur les FLH qu'on a. Fait que c'est vraiment fait de façon à ce que quand on tourne la moto dans les virages, ben ça a le plus on peut plus coucher la moto. Et là, ce qui m'amène à vous parler aussi d'une nouvelle moto. On connaît tous les road glide, les street glide, qui sont des motos très populaires au niveau de la marque Harley. On avait les road glide spéciales, les street glide spéciales. Mais là, on arrive aussi avec un road glide et un street glide ST, donc moteur 110. Super spécial. Super méga spécial, all-in là-dedans. Donc, la moto arrive encore une fois d'usine avec un moteur 117. Là, je parlais tout à l'heure des sacoches qui sont un peu plus courtes, la suspension un peu plus élevée. Alors, c'est vraiment fait pour aller... tu sais, Harley, ils ont vraiment, dans la dernière année, ils ont commandité une équipe de course. En fait, c'est leur propre équipe de course, Harley-Davidson, où ils ont fait les circuits à Daytona, tout ça, puis ils ont vraiment testé la technologie de cette nouvelle moto-là sur les circuits. Et là, ça ne veut pas dire que demain matin, vous achetez cette moto-là, vous allez faire de la course sur le boulevard Tachereau, là. Non, on ne fait pas ça, hein, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment fait pour ceux qui veulent avoir de la puissance, s'amuser dans les courbes. La moto vient avec un siège solo, ce qui est rare, en fait, sur les motos qui sont de style touring. Donc, siège solo, il n'y a même pas de peg à l'arrière pour le passager. Mais évidemment, là, ce qui fait la renommée de Harley, c'est l'ajout d'une tonne d'accessoires que vous pouvez ajouter. Hein? Il y a autant de possibilités que d'êtres humains sur la Terre. Vous pouvez la modifier à votre goût. Et des millions. Oui, vraiment. Puis, ils sont même allés avec des sièges en option que tu peux modifier qui sont vraiment style dragster. Ils sont allés vraiment dans le look course pour cette moto-là. Sinon, dans les nouveautés, je dis nouveautés, évidemment, les CVO, c'est des gammes qui sont un peu supérieures. Oui, c'est ça, quand tu dis CVO, là, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te le dire exactement pour pas me tromper, ma chère Cindy, c'est le Control, et vite, juste par faire exprès, je suis pas capable de te le dire, tu m'as mis dans le merde. Hey, en attendant, là, faites-vous de la moto de route? Moi, je fais de la moto de route depuis que j'ai l'âge d'avoir un permis. J'ai toujours eu une moto de route aussi, ouais. Là, c'est-tu dans tes plans? Ouais. Ben, ma mère en fait aussi de la moto de route. Fait que j'ai cette famille. Mais je pense que c'est ça. Je pense que ça me tente, ouais. Je l'ai trouvé, oui. C'est le Custom Vehicle Operation. Fait que ça, c'est comme la gamme de la gamme des motos Harley-Davidson. Ça vient full les clous, les poignées chauffantes. Et ce qui différencie, bon, évidemment, avant, ce qui les différenciait, c'était leur moteur 117 Milwaukee 8. Mais là, on les retrouve sur d'autres modèles. Mais c'est les peintures qui sont vraiment uniques. C'est des modèles qui sont extrêmement rares. Il n'y en a pas 42 par concessionnaire des CVO, là, évidemment. Là. Donc, si vous en voyez un puis que vous tripez sur ce modèle-là, ben dépêchez-vous, honnêtement. C'est des véhicules qui sont recherchés. Et le CVO, on le retrouve dans différents modèles. On l'a dans le Street Glide, le Road Glide Limited. Ça, c'est ce qui vient de remplacer le FLH-TK qu'on avait en CVO. Et la moto 3 roues. J'imagine que ça doit quand même être cher, hein, quand on parle de CVO. Bien, dans le 3 roues, on est dans le 60 000, je te dirais, dans le CVO. On a des freewheelers beaucoup moins chers que ça, mais dans le CVO, comme je te dis, c'est vraiment du haut de gamme. Là, donc, si tu veux un CVO, attends-toi à payer. Avec le système de son qui est hallucinant là-dessus, c'est ce qui différencie les motos aussi CVO. C'est vraiment tous les accessoires qui viennent avec ça. Tu sais, t'achètes ça, puis il n'y a pas grand-chose à faire nécessairement dessus, malgré que les possibilités sont extraordinaires. Et là, la gamme qu'ils ont sortie pour 2022, c'est la peinture est hallucinante. Bon, on en a une derrière nous, là. Excusez les gens à l'audio, là, mais il y en a une comme kaki, là, là. Ça, c'est le Road King spécial de Harley-Davidson, le 2022, qui est souvent, si vous suivez nos aventures là, de moi et Martin, mon conjoint, ben, c'est la même moto que vous voyez souvent dans mes photos, qui est la orange, mais cette fois-ci, on l'a sortie en vert kaki, qui est une nouvelle couleur là, qui revient. Changer? Ça y tente, mais je te l'ai rassis, je peux te le jurer.
voir. Wow, mais fait qu'on sait qui porte les culottes dans ce couple-là. Mais donc, c'est ça. Donc, la gamme de CVO, si vous allez voir les couleurs sur Internet, sur l'article que j'ai fait sur le chicksandmachine.com, vous allez voir, c'est flamboyant, c'est électrisant. C'est des peintures qui sont faites au airbrush, c'est du pinstripe aussi, tu sais, des peintures qui sont faites à la main, qui sont vraiment très personnalisées, alors sont hallucinantes. Et aussi, cette année, Harley sont allés dans le très subliminal. Ils ont ramené le logo Harley-Davidson qu'on avait un petit peu dans les motos des années 80, sur les tanks, tantôt je parlais des street lights, des road lights. C'est très épuré, pas de gros crest de coller sur la moto. C'est vraiment tout en finesse. On revient aux années du passé. On parlait du vintage. Fait que là, dans leur signature aussi, le vintage revient. Et là, je vous le dis à la maison, là, ça a été la même chose l'année passée. C'est comme ça dans le monde de la motoneige, c'est comme ça dans plusieurs sports. On est tous un petit peu pris avec la COVID. Les modèles de moto, il n'y en aura pas à la tonne. Fait que si vous voyez, peu importe le concessionnaire où vous allez, là, si vous avez un coup de cœur, niaisez pas, réservez-le maintenant parce que les modèles... de la livraison, ça se passe-tu bien dans Harley en général? Je sais que dans le motoneige, ils rushent, là. Chez Harley, ça ressemble à quoi? Si je me fie à l'an passé, ça a quand même bien été. Au niveau des pièces, ça a été un petit peu plus difficile, t'sais. Mais somme toute, on s'en est bien sorti. Cette année, on espère que ce sera encore la même chose. On a déjà commencé à recevoir en concession des modèles 2022, mais comme pour les modèles dont je vous parlais tout à l'heure, les Road Glide et Street Glide ST, bien ça va arriver au mois d'avril en théorie, s'il n'y a pas de retard. Mais les gens peuvent déjà commencer à les réserver, ces motos-là. À la maison? Oui, niaisez pas sur la POC. Et cette année est aussi une année spéciale pour Harley-Davidson. C'est notre 119e anniversaire et dans la prochaine année, on va célébrer 120 ans d'histoire. 120 ans d'histoire. C'est fou, impressionnant quand même. Dès le mois d'avril de cette année, il va y avoir des festivités. Harley ont lancé ça dans leur vidéo mondiale où on a Bill Davidson qui lançait une invitation à tous à participer à plein d'activités qui vont se passer cet été chez les concessionnaires. On va vous inviter à rouler, à gagner des points, à faire des activités qui vont nous amener très lentement mais sûrement jusqu'aux festivités du 120e anniversaire. Et puis 120 ans, là, ça c'est 10 fois plus que toi. Puis Harley font jamais les choses en grand. Tu sais, je me répète peut-être, mais vous savez, j'ai eu la chance de vivre les festivités du 115e anniversaire à Prague. J'imagine que ça va être quelque chose pour 120. C'est ça. Ils n'ont pas parlé d'autres destinations. Là, on sait que ça va être du côté de Milwaukee. Peut-être qu'il y a d'autres événements à travers le monde qui vont s'ajouter. Mais déjà, là, l'année prochaine, en fait, l'été 2023, le gros party des motocyclistes, ça va être du côté de Milwaukee. On l'espère. Puis, tu sais, ce qui est important de préciser, c'est c'est les 120 ans de Harley-Davidson, mais de plus en plus, Harley veulent être inclusif. Donc, c'est tous ceux et celles qui font de la moto, qui veulent vivre un événement grandiose, bien, ça sera un rendez-vous à ne pas manquer. Puis, comme je vous le mentionnais, les festivités, en tout cas, les événements, pour vous amener lentement, mais sûrement vers ce grand anniversaire-là, vont débuter dès le mois d'avril. Chez les concessionnaires, vous allez avoir toutes les informations. Alors, une belle année 2022, tout en couleur pour Harley. Donc, on a bien hâte que la saison débute. Doivent être bien énervés de ça. Ben, je te le dirais que oui, ma chère! Non, mais on a hâte, puis on a hâte de rouler, puis tout le monde compte les dodos, là, évidemment. Là, dans un mois, à peu près, dans 5 semaines environ, on va être capable de pouvoir sortir les motos si Dame Nature le permet. Là. Nous, on a un client qui est venu la semaine passée, qui était là, lui, il met les dodos, puis c'est le premier à sortir sa moto, puis le 15 mars, il est déjà ici, il y a une dérogation, oui, pour sortir sa moto, puis il commence au début du mois de mars. D'ailleurs, il a fait 100 000 km de moto il y a quelques années. Quand j'ai commencé ici, on lui a remis une plaque. 102 000 km. Juste au Canada, il se levait à 4 heures du matin pour aller rouler. Fritz, que je salue, qui se levait à 5 heures du matin pour aller rouler. Il montait, il se promenait au Canada, il revenait, il montait dans les je te le dis, là, un fou de la moto. Et lui, il fait ça jusqu'à. Ça te rejoint beaucoup de kilométrage, hein? En fait, ma question est plutôt, il roule avec une soute de skidoo? Écoute, veste chauffante, pantalon chauffant, tu sais, gants chauffants, poignées chauffantes, il y a tout que tu peux imaginer que tu peux mettre, mais tu sais, c'est. Gros pare-brise aussi, j'imagine. Même pas. C'est ça qui est surprenant. Je te dis, je pense qu'il y a un Road King, si je me trompe pas, comme moto, mais c'est un fou de la moto, un passionné, mais fou dans le bon sens. Vraiment, il y en a des comme ça, des craqués, c'est pas juste chez Harley, là, mais oui, il y a une petite partie particulièrement intense, là. Mais voilà, alors merci à la Gabière pour cette chronique-là. Merci à Léo, ça me fait plaisir. Puis,
bonne saison de moto d'avance à tout le monde. On a bien hâte. Ouais. Donc là, on est rendu à un moment où est-ce qu'on remercie nos partenaires et on remercie Segway Powersport qui ont embarqué avec nous cette année, qui vont recevoir au printemps là, leur véhicule hybride. Je suis bien énervée d'essayer ça. Ça va être le fun, ça va faire changement. On parlait d'électrique tantôt. Là. Moi, on est bien pour ça dans Chicks and Machines. Et on va vous en parler, ça c'est certain. Merci beaucoup, Segway, d'embarquer dans notre aventure et dans nos folies. Alexandre. Donc, quand vous allez écouter à la maison l'émission, va être le 9 février. Là, on est une semaine avant environ. On le sait, c'est dans l'actualité, on ne l'ignorera pas. Il y a un convoi qui s'est déplacé de camionneurs, qui s'est déplacé vers Ottawa. On ne va pas rentrer en profondeur là-dessus. On n'est pas ici pour dire si c'est bon, si c'est pas bon. Mais ça a mis en lumière les camionneurs que, tu sais, on les prend un peu pour acquis. Hein? On a la bouffe qui arrive à l'épicerie. Quand on est là, on commande sur Amazon. C'est grâce à eux que tout se rend. Et ça nous a inspiré de savoir un peu c'est quoi le quotidien d'un camionneur. Et c'est pour ça qu'Alexandre est ici aujourd'hui. Oui, bien tout d'abord, le quotidien, écoute, à chaque matin, comme tout le monde, tu te lèves puis tu vas travailler, sauf que ton bureau, ben, non, tu déjeunes avec quoi? Ah non, quand t'es camionneur puis que tu te réveilles à 1h du matin, crois-moi, tu déjeunes pas tout de suite. Non, en fait, moi, mon quotidien, pour donner un exemple, je me lève, je fais mon café, je m'habille puis je m'en vais, tu sais, 15 minutes, il y a 15 minutes qui se passent entre mon cadran puis mes pieds qui sortent de la maison, là. J'imagine, ça va assez vite. Là. Ça prend un bon thermos. Toi, tu travailles dans les camions de pétrole. Oui, c'est ça. Donc, ça fait combien de temps que tu fais ça? Mon Dieu, le pétrole, ça fait 3 ans. Ça a fait 3 ans le 7 janvier cette année. Sinon, avant, je livrais de l'épicerie, justement, t'en as parlé. Puis, ouais. Ça ressemblait à quoi quand t'es arrivée en tant que femme dans ce domaine-là du pétrole? J'étais toute seule. Puis, à ce jour, je suis encore toute seule. C'est vrai? Oui. Bien, en fait, moi, je suis la seule femme qui a supporté de travailler les produits pétroliers plus qu'1 an. Il y en a beaucoup qui ont essayé, qui ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui ont changé de branche. Mais il faut dire que c'est pas juste à cause du physique, parce que c'est vraiment exigeant. Okay, c'est aussi l'horaire. Le pétrole, tu commences à 2 h du matin. OK, fait que c'est des horaires qui sont très atypiques et exigeants, c'est ça? Oui, c'est vraiment atypique puis c'est exigeant physiquement. C'est pas parce que c'est dangereux puis que ça fait peur aux gens que les femmes se lancent pas là-dedans, ça n'a rien à voir. Oui, parce que Ben, je crois pas que le placard en soi, ça peut faire peur parce qu'il y a des formations en soi, tu sais, pour justement t'apprendre à réagir s'il arrive quelque chose. Fait que les gens sont bien formés. Le placard fait pas peur. Là. Oui, je me promène avec ma bombe dans le cul, comme que je dis tout le temps. J'adore ça. Il y a certaines précautions, mettons, à prendre sur la route. Laure, elle se bouche les oreilles. Oui, mais, tu sais, mettons, quelques précautions particulières, mais à part ça, c'est pas mal du camionnage comme un autre. OK. Puis là, justement, tu sors de chez vous avec ton petit café, tu t'es préparé à peu près pendant 15 minutes, tu montes dans ton truck. Après ça ressemble à quoi, ta journée? Écoute, j'ai mes billes en main, puis la première chose que je fais, c'est aller à la raffinerie puis charger mon camion. Il y a personne qui est là pour m'aider. C'est moi qui charge mon camion en dessous de la rampe toute seule. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est exigeant physiquement. Là. Les bras à raffinerie sont gros de même, puis faut que tu élèves, faut que tu baisses, faut que tu pousses. C'est quelque chose. Tu fais ça comme une grande. Oui, ça prend environ 20 minutes de charger un bitrain, puis entre 12 et 18 minutes de charger un 4 essieux, là, tout dépendant. Quand tu dis bitrain, c'est vraiment les 2 remorques. Oui, c'est ça, deux remorques. Ouais. Fait que toi, tu conduis ça aussi? Oui, avant de terminer, dans le fond, en janvier 2021, oui, c'est ça. Avant de tomber, dans le fond, en retrait préventif pour ma grossesse, je chauffais des bitrains pas mal temps plein. Là. Très cool. Puis là, dans le fond, tu t'en vas de station essence à station essence pour livrer ton essence. Oui. En général, dans mon camion, j'ai jusqu'à 3 stations. OK. Ensuite, je reviens à la raffinerie pour recharger d'autres stations. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, quand j'étais plus jeune, ma première job, j'étais pompiste, OK? Puis, non, mais je me souviens, il fallait vérifier comme l'essence avec la grosse baguette en bois qu'on avait dans l'épuiseur, puis tout ça. Fait que toi, dans le fond, t'arrives, puis tu t'enlèves le bouchon du puiseur qu'il y a dans le stationnement, puis tu mets ça là. Oui, chez tous nos clients, moi, j'ai un trousseau de clés gros de même. J'ai toutes les clés de toutes les stations qu'on fait. Puis ta baguette, moi j'en ai 3 sur mon camion pour être sûre de ne pas en manquer parce qu'il faut la prendre. Dans le fond, nous, on prend la pêche puis on se fie sur le centimètre indiqué pour savoir si mon chargement qui est dans le truck, il rentre dans le trou. OK. Ah, wow. Puis là, ils disent quoi, mettons, à la station essence, là, quand ils voient la belle petite blonde qui arrive comme ça, là, puis tu dois recevoir de tous les commentaires, ça doit être...
Écoute, le plus drôle que je me souvienne, c'est le monsieur qui est arrêté avec sa voiture à peu près un pied de mes comptes, puis il me dit Yo, le chauffeur, c'est pas toi qui chauffe ça certain, là? Toi, tu aides à la livraison? Non, monsieur, c'est mon camion. C'est mon camion, puis c'est moi qui le conduis. C'est surprenant de voir encore à quel point il y a des commentaires qui peuvent être sexistes. On en parlait tout à l'heure avec Laure, les gens qui ont comme une fierté à battre une fille. Même chose dans notre industrie encore. C'est surprenant, vraiment. On est là pour faire changer ça, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Puis pourquoi toi, tu voulais faire ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a apporté dans les camions? Je suis quelqu'un de ultra solitaire. Je suis quelqu'un qui a besoin de sa bulle, bien que j'aime vraiment ça, avoir des rencontres sociales puis voir des gens. J'ai besoin dans mon quotidien d'avoir quelques heures pour moi-même. OK. Puis tu sais, je veux dire, mon bain de 30 minutes le soir, ça suffit pas. Fait que moi, là, passer 14 heures dans mon camion toute seule, puis avoir le choix d'écouter la radio ou non, avoir le choix d'appeler mes amis ou non, c'est quelque chose qui me rejoint, là. Puis là, on en jase beaucoup parce que, comme je disais, c'est dans l'actualité. Qu'est-ce que le COVID a changé à votre métier? Le COVID. Wow! Quelle invention! Trop d'invention. Éventuellement, il va sortir un article par rapport à ça pour ceux qui n'auront pas écouté le balado, justement. Là, mais si je peux donner quelques exemples sans trop donner d'informations, juste arrêter de faire pipi, c'est devenu très compliqué. Très, très, très compliqué. Surtout avec le couvre-feu, j'imagine, tout était un peu fermé. Même avant le couvre-feu, même après le couvre-feu. Écoute, moi, il a fallu que j'en vienne à menacer les stations-service de retourner à Québec avec leur essence s'ils ne me laissaient pas rentrer pisser. Ben voyons donc. Ouais. OK, ça, je veux dire, c'est pas... tu demandais pas grand-chose, c'est un petit pipi... Ben écoute, moi, je pars de Québec, je fais 5 heures, je me rends à Saint-Félicien, chez vous. Je te demande de faire mon pipi parce que j'ai 3 cafés dans le corps, puis tu refuses de me donner accès aux toilettes. Je suis désolée, mais moi, je retourne à Québec ton gaz, là. Pas de pipi, pas de gaz, là. Ben, c'est épouvantable, hein? Au début de la pandémie, c'était ça, là. Ils voulaient pas, je me souvenais, en moto, on se promenait, on arrêtait à la tuque. Ils voulaient pas nous laisser aller à la salle de bain, au restaurant, que, tu sais, une commande pour apporter ces choses-là. C'était problématique. C'est fou quand même, hein? J'imagine, justement, tu parles de resto, mais le soir, là, quand vous vouliez manger ou avoir un café ou encore une fois, arrêter aux toilettes, ça devait être... Écoute, moi, justement, je travaillais de soir. Je commençais, mettons, à 2 h d'après-midi, puis je finissais à 2 h du matin, des fois à 4 h. Écoute, à 20 h, quand tout ferme, là, moi, j'ai pas fini ma livraison. Là, puis là, je loin me d'avoir dis, fini ta journée, oui, c'est ça. 4 heures de route à rouler en pleine nuit. Pas capable de m'acheter un café nulle part. Faut que tu penses à ça et que tu prévois... Oui, bien, c'est dur de prévoir parce que je te dirais qu'un thermos qui garde un café chaud pendant 8 heures de temps, là, il n'a pas bien. Puis une vessie extensive. Oui, c'est ça. Ça se rajoute pas. À la limite, je suis devenue une nasse pour pisser sur le bord du chemin, là. Tu as développé des trucs. Ah, c'est bol, t'as pas le choix. Ah, ça, c'est drôle. Puis, est-ce que... ça fera pas l'objet d'un article, ça. Non. Mais encore que, même en motoneige aussi, on développe des trucs. Ouais. Ben, en motoneige, je pense que maintenant, vous avez comme un carré en arrière avec des boutons que vous êtes capable de baisser ça. Comme nos pyjamas dans le temps. Il y a certaines compagnies qui ont commencé à faire ça pour les femmes, oui, effectivement. Fait que ça simplifie le tout. Ben, Big Bill, s'il vous plaît. Oui, il y a des Big Bill avec la petite trappe. Ça serait magnifique. Et là, je voulais jaser d'un... Ben, tu sais, y avait-tu d'autres changements auxquels tu voulais nous jaser ou au niveau COVID, ou ça ressemble à ça? Écoute, le couvre-feu... il y a eu les barrages routiers. Oui, les barrages routiers. Mais même vous autres, avec les camions, ils vous arrêtaient ou... Ouais, les 2 premières semaines, moi, je faisais beaucoup de Côte-Nord dans le temps. Puis les 2 premières semaines, à toutes les fois que j'arrivais au border pour continuer vers Charlevoix, s'il était au bout de Saint-Tite-des-Caps, dans ce coin-là, on m'arrêtait, on me posait 4000 questions. Excusez-moi, je me suis comme mêlée. Pas de problème. Puis quand je revenais, quelques heures plus tard, souvent, c'était la même équipe de surveillants. Les mêmes questions. Non, ils me reconnaissaient, puis genre, vas-y. OK, au moins, là, ça faisait ça. Mais c'est pas comme ça partout. Puis là, je vais effleurer un autre sujet avec toi, puis je pense que j'aimerais ça que tu reviennes au balado pour en parler plus en profondeur. Je veux que tu nous parles du dossier des femmes enceintes dans le monde du camionnage. Je pense que c'est un peu affreux ce qui se passe, là, puis affreux, c'est le cas de le dire, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus. En fait, ce qui arrive, c'est que le camionnage, c'est fédéral. Tout ce qui est transport, c'est fédéral, que ce soit bateau, train, avion, camion. Donc, vous n'êtes pas les seuls dans ce pétrin-là. Non. Puis même les personnes, mettons, ma secrétaire. OK. Elle travaille dans un bureau, mais vu qu'elle est dans un bureau de transport, elle est touchée par ça, elle aussi. Là, fait que c'est pas juste les chauffeurs. Là. Une hôtesse de l'air est touchée aussi. Là.
OK. En fait, c'est qu'on n'a pas le droit à la CNSST. Fait que ça ampute une partie de votre salaire que vous auriez droit normalement lorsque vous tombez enceinte et que vous arrêtez de travailler. Je l'ai calculé. Puis en 2021, si j'avais eu de la CNSST, j'aurais eu 50 000 au moins, en plus. Là, j'ai été sur le chômage, fait que j'ai fait comme 50 000 de moins. C'est fou quand même, là. Puis est-ce que tu peux avoir ton chômage, il y a une limite à ça, là, à part si tu tombes sur le chômage maladie, mais je veux dire, être enceinte, c'est pas une maladie, là? Oui, ben moi, je me suis battue, puis j'ai comme fait des passe-passe avec mes médecins, là, qui ont été là pour moi, qui ont fait des billets en conséquence, là. Ils m'ont soutenu. Couper sur mon boulot, montage. qu'elle l'assume. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que le premier billet médical m'arrêtait tout de suite jusqu'à mon accouchement. Okay. Donc, j'ai eu 15 semaines de chômage maladie parce qu'un billet médical égale maladie. Oui, c'est ça. Ensuite, il a fallu que je prouve que je pouvais travailler pour avoir du chômage régulier. Ben voyons donc. Ouais. Fait que je suis retournée travailler à 24 semaines de grossesse jusqu'à 33. Ensuite, j'ai appelé chômage. J'ai travaillé de telle semaine à telle semaine, je peux travailler. Puis ils m'ont payé, dans le fond, ce qu'ils me devaient avant et après. Fait qu'à 33 semaines, avec ta bedaine, tu travaillais, puis tu soulevais le gros tuyau. Ils t'ont même pas mis aux travaux comme légers, disons-le ici. En fait, oui, j'étais en travaux légers. Mon entreprise, ils ont vraiment été là pour moi. Ils ont vraiment été fins avec moi parce que ce qui m'a trouvé comme alternative, premièrement, j'ai pas le droit de mettre les pieds à raffinerie à cause des émanations d'essence. Oui, donc, mon camion était toujours déjà chargé dans le cours quand j'arrivais. Ah, ça, c'est bien. Puis, je faisais pas des 12 heures parce que t'as pas le droit d'être assis 12 heures enceinte. C'est 7 heures maximum, puis ça te prend des pauses. Fait que je montais au Nouveau-Brunswick avec mon bitrain, aller-retour. Puis quand j'arrivais sur place, quelqu'un était là pour me décharger. J'ai pas levé mes tuyaux. Mais c'est quand même pas si pire que tes employeurs t'aient aidé à ces mots-là. T'es chanceuse. Ouais. T'es chanceuse, ça ne doit pas être tous les employeurs qui sont aussi ouverts. Là. En fait, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est apprécié au travail. T'sais, quand on me demande quelque chose, je le fais. Puis quand ils ont besoin de quelqu'un en over, c'est arrivé souvent que je suis rentrée les dépanner. Fait que là, cette fois-là, c'est eux qui m'ont dépanné. Mais pourquoi le gouvernement ne change pas ça? T'sais, je veux dire, c'est comme une aberration là, de savoir qu'il y a autant de femmes qui peut-être font pas le métier de leur rêve à cause de ça ou mettent sur la glace leur projet ou peu importe. Puis déjà que les industries en général de transport manquent de femmes, c'est comme aidez-nous un peu à faire ce qu'on veut faire. Là. En fait, c'est juste une question de loi. C'est la loi qui est mal faite. Mais je veux dire, une loi, ça change. Oui, je sais, mais il n'y a personne qui veut se mouiller les mains. Aïe. Mais écoute, on en rejase de ça, puis je sais que tu te bats férocement pour que ça change. Donc, c'est pas la dernière fois qu'on va en parler. Merci, Alexandre, d'avoir été là, d'avoir fait son petit aller-retour de Québec. En plus, Alexandre a un petit bébé naissant. Donc, merci beaucoup. On est très contents de t'avoir eu dans le balado. Et ce n'est pas la dernière fois, ça, c'est certain. Un gros merci à tout le monde. Merci, Annie. Ça fait plaisir. Merci, Laure et Hugo. Je prends le temps de remercier évidemment tous nos partenaires, Sport DRC, Can-Am sur route, Segway Power Sports, Mathias Sport, Bumper to Bumper, Léo Allaire-Davidson chez qui on était aujourd'hui. Et à la maison, ben écrivez-nous, commentez, likez, partagez. Puis, sur ça, on vous dit à une prochaine fois. Merci. Cindy Martin à l'animation. Hey, c'est moi, ça! Merci, gang, c'est vraiment bien. Merci, Laure. Good job. Du santé. Hey, moi, je suis impressionnée, vraiment. Hey, Laure, je trouve vraiment. On t'engage. on peut-tu être chic à 12 ans? Pourquoi pas?